Je suis descendu de l'avion en tenant la main de ma fille. Le vent de l'aéroport régional sentait légèrement le pain et le kérosène. Maya, 5 ans, dans son manteau bleu préféré, a serré mes doigts lorsque ses pieds ont touché le tarmac. Derrière nous, le Cessna Citation privé vrombissait doucement. Devant nous, une Audi noire attendait, moteur allumé. Cela faisait 11 ans que je n'avais pas vu cette ville, 11 ans que je l'avais quittée avec un sac à dos, $300, et une ecchymose sur la joue dont je feignais d'ignorer la douleur. 11 ans que ma mère, Vivian Whitmore, m'avait regardé dans les yeux et dit « Tu n'es plus ma fille ». Elle ne m'a pas revu depuis, ni après que j'ai bâti une entreprise à partir de rien, ni quand j'ai gagné mon premier million, ni quand j'ai donné naissance à la petite fille dont elle ignore l'existence. Je me suis penché pour ajuster l'écharpe de Maya. Elle m'a regardé avec les yeux verts de son père, grands ouverts d'émerveillement. « Maman » a-t-elle chuchoté, « on est arrivé » J'ai hoché la tête. Oui, nous y sommes. La dernière fois que je me suis trouvé dans cette ville, je n'avais nulle part où aller. Aujourd'hui, j'avais réservé la suite du meilleur hôtel de la ville, et demain, j'entrerai dans la maison où j'ai grandi. Je n'étais pas revenu pour me venger, ni pour tourner la page, ni pour obtenir le pardon. J'étais revenu pour leur laisser voir ce que j'étais devenu sans eux et pour leur montrer l'enfant qu'ils avaient abandonné avant même sa naissance. La maison paraissait plus petite que dans mes souvenirs. Pas en superficie, elle avait toujours sa façade coloniale blanche à 2 étages, ses baies vitrées bordées de verre sapin, le même heurtoir de porte en laiton en forme de tête de lion, mais le temps avait émoussé sa netteté. La pelouse autrefois manucurée était maintenant clairsemée, les volets avaient besoin d'être repeints, les parterres de fleurs dont ma mère était autrefois obsédée étaient montés en graines. Pourtant, elle se tenait fièrement, comme si elle prétendait que rien n'avait changé. Maya a collé son visage contre la vitre de la voiture. « C'est ici que tu as grandi, maman ?» « Oui, ai-je dit, de ma naissance jusqu'à la nuit où je suis parti. »« C'est joli, » a-t-elle dit, comme seule une enfant peut le faire, sans savoir ce qui vit sous la peinture et le revêtement. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques instants, le moteur tournant au ralenti. Je n'avais pas appelé à l'avance. Je ne voulais pas qu'il prépare un discours ou ajuste l'éclairage. Je voulais la vérité, celle que l'on ne voit que lorsque personne n'a le temps de la cacher. Quand j'ai finalement sonné à la porte, le carillon a résonné à l'intérieur. Toujours la même mélodie de Westminster, coûteuse et théâtrale. Ma mère disait autrefois aux invités qu'elle l'avait fait installer sur mesure pour se sentir plus distingués. La porte s'est ouverte, et pendant un battement de cœur, personne n'a parlé. Mon père, Alan Whitmore, se tenait là, plus âgé, plus mince, portant un cardigan malgré la chaleur. Ses yeux se sont écarquillés en me regardant, puis se sont baissés vers Maya, qui jetait un coup d'œil de derrière mes jambes. « Claire » a-t-il murmuré, comme si prononcer mon nom risquait de briser quelque chose. « Bonjour, papa » ai-je dit, la voix stable. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai entendu la cadence familière des talons sur le parquet. « Qui est à la porte, Alan ?» Puis elle est apparue. Ma mère, Vivian, se tenait toujours comme une femme organisant un brunch de charité, les épaules carrées, le rouge à lèvres impeccable, les cheveux coiffés dans un chignon qui n'avait pas changé en 20 ans. Pendant une fraction de seconde, elle semblait exactement la même, jusqu'à ce qu'elle me voie. Elle s'est arrêtée net, une main se posant instinctivement sur sa poitrine. Sa bouche s'est entr'ouverte, mais aucun son n'en est sorti. J'ai pensé qu'il était temps de rendre visite, ai-je dit, et tant que vous rencontriez votre petite fille. Ses genoux ont semblé fléchir légèrement. Alan s'est avancé, tendant le bras pour la soutenir, plus par réflexe que par affection. Voici Maya, ai-je dit en poussant doucement ma fille vers l'avant. Maya, voici tes grands-parents, monsieur et madame Whitmore. Maya a serré ma main plus fort, puis leur a fait un petit signe timide de la main. Alan a cligné des yeux avec force, comme pour se ramener au moment présent. Voudriez-vous entrer, a-t-il demandé en s'écartant. L'air à l'intérieur de la maison sentait la même chose, le produit à polir le bois, la lavande, et quelque chose de plus ancien. De la fierté, peut-être. Le genre de fierté qui tache même les sols propres. C'était comme entrer dans une photographie qui n'avait pas été mise à jour depuis le jour de mon départ, et d'une manière ou d'une autre, le cadre tenait toujours. Tout a commencé avec une robe. J'avais 17 ans quand ma mère, Vivian, me l'a tendue, une robe trapèze bleu marine à mancherons et à l'encolure modeste. Porte ça samedi, m'a-t-elle dit en l'accrochant à la porte de mon placard. Nous recevons des invités.
Elle ne m'a pas demandé si je l'aimais. Elle ne le faisait jamais. Samedi est arrivé trop calmement. La table brillait sous la lumière du lustre, notre plus belle porcelaine, des verres en cristal, une argenterie qui n'avait pas vu le jour depuis des années. L'air était lourd de nettoyant aux agrumés de tension. Mon père, Alan, était assis avec sa cravate trop serrée, le regard fixé quelque part juste au-dessus de son assiette. En face de moi se trouvaient les Duval, des amis de la famille, récemment installés dans notre ville, et, selon ma mère, avec de très bonnes relations. Leur fils, Marcus, était déjà assis quand je suis entré, son sourire aussi étudié que l'accord des vins. Il était grand, d'une beauté conventionnelle, ses cheveux parfaits, les poignets de sa chemise impeccables, mais ses yeux clochéens étaient trop froids, trop calculateurs. Quand il s'est penché pour m'embrasser la joue, sa main s'est attardée au creux de mes reins un instant de trop. « Tu es éblouissante ce soir », a-t-il dit. Ce n'était pas un compliment, c'était une prise de possession. Le dîner s'est déroulé lentement, comme une négociation dissimulée derrière des amabilités. Ma mère rayonnait, acquiesçant avec trop d'empressement à tout ce que disaient les Duval. Marcus se joignait aux conversations avec une certitude suffisante, me lançant des regards comme si j'étais déjà à lui. Après le dessert, une tarte au citron avec de la crème fraîche, Monsieur Duval a levé son verre et l'a tapoté légèrement. Je crois que nous devrions en venir à la vraie raison de notre présence ici. Ma mère a redressé sa posture. Marcus s'est levé, souriant de cette manière travaillée. Il s'est approché de ma chaise. Le temps a ralenti. Claire Whitmore, a-t-il dit en sortant une boîte en velours, me feriez-vous l'honneur de devenir ma femme? Le silence qui a suivi était chirurgical. Les mains de ma mère étaient jointes si fort que ses phalanges blanchissaient. Alan a baissé les yeux vers son assiette. Marcus souriait toujours, mais cela n'atteignait pas ses yeux. J'ai regardé autour de la pièce et j'ai vu la situation clairement pour la première fois, il ne s'agissait pas d'amour. Il s'agissait d'influence, d'image, de position sociale. Mon avenir était cédé comme une signature au bas d'un contrat. J'ai besoin d'air, ai-je dit en me levant rapidement. Excusez-moi. Dehors, la nuit était plus fraîche que je ne l'avais prévu. Je me tenais sur le porche arrière, les mains tremblantes. Puis la porte a grincé en s'ouvrant. Marcus. Ce n'était pas la réponse que j'attendais, a-t-il dit en refermant la porte derrière lui. Je suis désolé. Tout cela est très soudain. Il a ri, d'un rire sec et sans humour. Ne sois pas naïve, Claire. Cet arrangement est en préparation depuis des mois. Ta mère nous a assuré que tu étais d'accord. Il s'est approché. Mon père aide le tien à devenir associé. Ta mère obtient sa couronne sociale. J'obtiens une belle jeune épouse qui sait recevoir et porter des enfants. Tout le monde y gagne. Il a tendu la main vers mon visage. J'ai reculé. Et si je veux quelque chose de différent? Une éducation? Une vie que je choisis? Le visage de Marcus s'est durci. Ma femme n'aura pas besoin de travailler. Quelques cours de cuisine, peut-être, mais sinon, ton avenir est ici. Il a tapoté la boîte en velours. Ceci est ton avenir. Je l'ai regardé et je n'ai pas vu un mari, mais une cage. Non, ai-je dit, le mot calme et tranchant. Je ne vous épouserai pas. Les yeux de Marcus se sont assombris. Tu le regretteras. Il s'est retourné et a disparu à l'intérieur, c'est pas lourd. Je suis resté dans le silence et, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la liberté. Je suis retourné dans la salle à manger, les épaules droites mais le cœur battant de manière inégale. Dès que je suis entré, l'atmosphère avait changé. Les Duval étaient debout, leur manteau déjà à la main. Madame Duval a murmuré sèchement à l'oreille de ma mère. Monsieur Duval m'a jeté un regard comme si j'étais une affaire qui a mal tourné. Mon père se tenait à l'écart, sa posture gênée, la bouche serrée. Quand la porte s'est refermée derrière eux, le son a claqué comme un coup de marteau de juge. Puis est venue la voix de ma mère, aiguë, tremblante d'incrédulité. Que as-tu fait? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je pouvais sentir le poids de tout ce qui pesait sur cette seule question, ses plans, ses années de contrôle, les fissures dans la version de moi qu'elle avait façonnée. Je me suis sauvé, ai-je dit finalement, d'une vie à laquelle je n'ai jamais consenti. Enfant ingrate, a-t-elle craché. Marcus Duval est l'un des célibataires les plus convoités de cet état. Il t'aurait offert la sécurité, le statut et tout ce pourquoi je t'ai préparé.
Je ne veux pas d'une vie payée avec des morceaux de moi-même. Son visage s'est durci. C'est à cause de ces dossiers d'inscription à l'université, n'est-ce pas, a-t-elle lancé. Tu pensais que je ne les trouverais pas? Que je ne verrais pas cette lettre de Berkeley? Ma poitrine s'est figée. Alors elle savait. Je veux étudier le commerce, ai-je dit, construire quelque chose par moi-même. La voix de Vivien s'est faite basse, contrôlée, mortelle. Tu es une honte. Puis la gifle. Elle est venue sans prévenir, sa paume s'abattant sur ma joue, le son plus fort que l'orage qui montait dehors. Ma peau brûlait. J'ai goûté le métal. Sors, a-t-elle dit, à peine plus fort qu'un murmure. Si tu es trop bien pour la vie que nous avons prévue pour toi, alors va voir jusqu'où tu iras toute seule. Vivien. A tenté faiblement mon père. Non, l'a-t-elle interrompu. Elle a fait son choix. Je suis resté là, stupéfaite, la main sur ma joue. Elle m'a tourné le dos. Fais tes affaires. Tu n'es plus ma fille. La pluie ne s'est pas calmée, pas plus que le silence dans ma poitrine. Je n'ai pas pleuré en faisant mon sac à dos, le strict nécessaire, la lettre d'acceptation de Berkeley pliée comme quelque chose de sacré, et les $300 que papa m'avait glissés dans la main à la porte. Je n'ai pleuré que lorsque j'ai réalisé qu'il ne m'avait pas demandé où j'irais. La lumière du Porsche s'est éteinte alors que je descendais l'allée, un message clair. Mes chaussures ont été trempées en quelques minutes. Je n'avais pas de plan, pas de parapluie, et nulle part où dormir. Mes doigts tremblaient en sortant mon téléphone. Ma mère n'avait pas pensé à le prendre. Un numéro se détachait comme une bouée au milieu des flots. Salut, c'est Élise. J'ai besoin d'aide. Il a fallu 20 minutes à Élise Park pour me rejoindre. Sa vieille Civic crachait de la vapeur en s'arrêtant au bord du trottoir. Elle a à peine attendu que j'ouvre la portière pour me prendre dans le genre d'étreinte qui vous soutient quand vous ne pouvez plus tenir debout. Elle n'a pas demandé de détails, pas au début, elle a juste conduit. Sa famille vivait à 2 villes de là, dans un duplex exigu qui sentait l'oignon frit et le liquide vaisselle. Sa mère, Madame Park, a ouvert la porte en robe de chambre et en chaussons. Je m'attendais à de la méfiance. J'ai eu une serviette et une tasse de soupe. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un canapé qui s'affaissait au milieu. Dans l'obscurité, je n'arrêtais pas de toucher l'enveloppe sous mon oreiller, non pas pour vérifier si elle était toujours là, mais pour me rappeler qu'elle était réelle. 2 semaines se sont transformées en 2 mois. Je me suis inscrite dans un collège communautaire, utilisant mon acceptation à Berkeley comme preuve de l'obtention de mon diplôme. Berkeley devrait attendre, il n'y avait pas d'argent pour les frais de scolarité, seulement la tresse serrée de la résolution dans ma poitrine. Je travaillais le matin dans une boulangerie, l'après-midi en cours, le soir je faisais du babysitting. Je dormais 4 heures par nuit et vivais de café noir et de sandwich au beurre de cacahuète. Mon premier appartement était une seule pièce grande comme une boîte à chaussures au-dessus d'un prêteur sur gage. Le papier peint se décollait, le radiateur sifflait, et les cafards avaient des noms dès la 2e semaine. Je m'en fichais. C'était à moi. Je me souviens de la nuit où le refus de la bourse est arrivé, une enveloppe fine, les regrets habituels. Je me suis assise par terre, j'ai regardé mon unique bol et ma seule cuillère, et j'ai pensé à appeler à la maison. Le numéro flottait sur l'écran. Un appel pourrait mettre fin à tout ça. Au lieu de ça, j'ai appelé Élise. Tu es parti pour une raison, m'a-t-elle rappelé. Tu ne vas pas échanger la liberté contre de l'eau chaude. J'ai raccroché et j'ai écrit à mon professeur de marketing à minuit, lui demandant des lectures supplémentaires. Le lendemain matin, j'ai renversé du café sur les chaussures d'une femme. Elle est revenue le jour suivant, et le suivant. Elle s'appelait Madame Gloria Dempsey. Elle dirigeait le marketing dans une entreprise de taille moyenne en ville. Lors de sa 3e visite, elle m'a tendu sa carte. Intelligente, rapide, polie sous la pression. Avez-vous déjà pensé à appliquer ça ailleurs que sur des machines à expresso? Je ne le savais pas alors, mais elle était la première porte. Et contrairement à la maison de ma mère, cette porte ne s'est pas refermée derrière moi. Elle s'est ouverte. Mon premier jour chez Dempsey & Company était dans la salle des photocopies. Pas glamour, pas officiel. Gloria m'avait fait entrer par un moyen détourné, soutien temporaire junior, surplus administratif, ce qui signifiait que je triais des factures, j'allais chercher le café, et j'apprenais à respirer sans prendre trop de place. Mais j'observais tout. J'observais comment Gloria menait les réunions, comment elle utilisait le silence comme une arme,
comment elle posait le genre de questions qui faisaient oublier leurs réponses à des hommes 2 fois plus âgés qu'elle. J'observais comment les campagnes naissaient de bouts de papier et de tension. J'observais qui était écouté et qui ne l'était pas. Et quand personne ne regardait, j'apprenais. Après 6 mois, elle m'a appelé dans son bureau. « Vous avez écrit ces notes de slogan au dos des factures », a-t-elle dit en tenant une. « Elles sont bonnes. Vous le savez, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, à peine. Elle s'est penchée en avant. « Ne perdez pas de temps à être reconnaissante. Utilisez la porte que j'ai ouverte. » Cette année-là, je suis passé d'assistante à Creative Junior. À 24 ans, j'étais responsable de la stratégie client. À 26 ans, j'avais ma propre société à responsabilité limitée, Whitmore Strategy. Le nom n'était pas une question de fierté, c'était la preuve que quelqu'un parti de rien pouvait construire quelque chose, que le nom de ma mère ne devait pas forcément signifier le silence. À 27 ans, j'ai rencontré Graham Wolfe, calme, gentil, allergique à l'ego. Nous nous sommes rencontrés lors d'une campagne sur le développement durable. Il parlait de la Terre comme si elle était sacrée et écoutait comme si le temps ne manquait pas. Il a demandé avant de m'embrasser, et quand il me tenait dans ses bras, je ne me recroquevillais pas, je m'épanouissais. La nuit où je lui ai dit que j'étais enceinte, il a seulement dit ceci, alors nous construirons quelque chose d'encore mieux. Cela a commencé dans la voiture en rentrant de l'école maternelle. Maya, 4 ans, les doigts tachés de confiture, un sac à dos rose avec un dinosaure, était silencieuse sur la banquette arrière. Trop silencieuse. Puis, sa voix, douce, « Maman, comment ça se fait que je n'ai pas de grands-parents ?» Le souffle s'est coupé dans ma gorge. J'ai gardé les yeux sur la route. « Tu as Gloria ?» ai-je proposé, choisissant la réponse facile, et les parents de Graham en Oregon. Elle a réfléchi un instant. « Mais ceux de quand tu étais petite ? Ils sont où ? » Je ne pouvais pas dire qu'ils avaient disparu. Je ne pouvais pas dire que j'avais dû partir. Je ne pouvais pas dire qu'ils avaient choisi leur image plutôt que moi. Alors j'ai dit la plus petite des vérités, nous ne nous sommes pas vus depuis très, très longtemps. Maya a hoché la tête lentement, puis a de nouveau regardé par la fenêtre. Mais la question est restée en suspens, comme un brouillard. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie en serrant sa grenouille en peluche, je me suis assise sur le porche avec Graham. Il n'a rien dit, m'a juste tendu une tasse de thé, chaude contre mes paumes. Je pensais avoir fait la paix avec ça, ai-je murmuré, mais maintenant elle veut savoir. Graham m'a regardé comme il le faisait toujours, sans me mettre la pression. Est-ce que tu veux qu'elle sache ? Je n'ai pas répondu, pas à ce moment-là. Mais à minuit, je me suis retrouvé à taper le nom de ma mère dans une barre de recherche pour la première fois en 10 ans. Son visage n'avait pas changé. La douleur non plus. Le courriel est arrivé 3 jours plus tard. L'objet était anodin, je pensais que tu devrais savoir. Il venait de ma cousine Lena, la seule du côté de ma mère à ne pas m'avoir retiré de ses contacts après mon départ. Salut Claire, je sais que ce n'est peut-être pas le bienvenu, mais j'ai pensé que tu devrais savoir que ton père a subi une opération du cœur en urgence la semaine dernière. Il est stable maintenant, mais c'était sérieux. Aucune pression pour répondre, je pensais juste que tu voudrais savoir. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Mes mains étaient stables, mais pas ma respiration. Graham m'a trouvé debout dans le couloir, tenant toujours le téléphone. Je lui ai montré l'écran sans un mot. Il a lu, a levé les yeux et a dit doucement, « Qu'est-ce que tu ressens ?» Je ne savais pas. Mon père, Alan, n'était pas celui qui m'avait giflé, qui m'avait dit de faire mes affaires, qui avait fermé la porte alors que je tremblais sous la pluie. Mais il était resté là, sans rien dire. Ce silence avait résonné plus fort que tout. J'ai passé la nuit à moitié éveillé, à regarder le plafond, sans faire mon deuil, sans planifier, juste à écouter le bourdonnement de la maison, les souvenirs qui frappaient au coin. À 5h42 du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté le site web du cabinet comptable Turner & Gray. Il était là, une nouvelle photo d'identité, un peu plus âgé, les tempes grisonnantes, le même demi-sourire qu'il utilisait quand il ne savait pas quoi dire. Et à côté de ça, dans une barre latérale, quelque chose qui m'a serré la poitrine, actuellement en congé maladie. Promotion au statut d'associé reporté. J'ai refermé l'ordinateur. Peut-être que cela ne concernait plus seulement moi. Je n'ai pas réservé le vol tout de suite. Au lieu de ça, je me suis assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes jaune à large ligne et j'ai commencé à faire 2 listes.
À gauche, tout ce que j'avais construit sans eux. À droite, tout ce qu'ils m'avaient pris en me tournant le dos. Une liste était plus longue, mais l'autre pesait plus lourd. Graham m'a versé du café en silence. Il savait qu'il ne fallait pas demander. Il s'est juste assis en face de moi, une main nonchalamment enroulée autour de sa tasse, l'autre balayant un crayon de notre fille sur la table. Tu as dit une fois, a-t-il commencé, que si jamais tu y retournais, ce serait à tes conditions. Est-ce que c'est toujours vrai? Je l'ai regardé. Oui, ai-je dit, mais je ne retourne pas là-bas pour m'expliquer. J'y vais parce que ma fille a demandé pourquoi elle n'a pas de grands-parents, et je ne savais pas quoi lui répondre. Cette nuit-là, après que Maya se soit endormie, j'ai rédigé un courriel. Pas à ma mère, ni même à mon père. À Lena. Merci de m'avoir informé pour mon père. Je ne suis pas prête pour une réunion de famille, mais je prendrai l'avion pour Charleston pour affaire le mois prochain. Si tu penses que cela ferait plus de bien que de mal, tu peux les en informer. J'ai cliqué sur envoyer, et comme ça, j'avais ouvert une porte. Pas grande ouverte, mais ouverte quand même. J'avais besoin d'une assurance. 2 jours plus tard, j'ai appelé le directeur des opérations de mon entreprise et j'ai déplacé notre expansion régionale prévue sur la côte de la Caroline du Sud, ma ville natale. Les chiffres le justifiaient depuis des mois, j'avais juste été trop têtu pour y regarder. Si je dois retourner dans le passé, ai-je dit à Graham, je veux que le futur se tienne juste à côté de moi. Et ce fut le cas. Nous avons réservé 3 billets, pour moi, Graham et Maya. Mais il y avait une condition que je n'avais pas encore dite à voix haute, même pas à moi-même. Je me présenterai, mais je ne frapperai pas. Ce serait à eux d'ouvrir la porte en premier. Le jour de notre atterrissage, l'air semblait plus lourd que dans mes souvenirs. Pas chaud, juste épais, comme un souvenir. Maya a collé son visage contre le hublot de l'avion, sa buée embuant la vitre. Maman, c'est ton ancienne maison. J'ai suivi son regard. Non, mais ça aurait pu l'être. Même revêtement blanc, même volet fatigué, même jardin sans rire. Non, ma chérie, ai-je dit. Ce n'est pas celle-là. Nous ne sommes pas allés directement chez eux. D'abord, nous sommes allés au nouvel immeuble de bureau, une unité de coin en briques près de l'eau, propre, ouverte, assez neutre pour paraître professionnelle mais assez familière pour sembler être un endroit où quelqu'un comme moi pourrait avoir sa place. Graham est resté pour mettre en place l'équipe, et moi, j'ai conduit. Les routes n'avaient pas beaucoup changé, mais tout semblait plus petit, comme si j'avais dépassé la ville entière par accident. Puis je l'ai vue, la maison. La maison de mon enfance. Elle semblait la même, mais en plus vieille. La rampe du porche avait besoin d'être repeinte, les rosiers avaient disparu, mais les rideaux de la fenêtre avant n'avaient pas bougé. Toujours crème, toujours rigide. Je me suis garé de l'autre côté de la rue. Personne ne leur avait dit que je venais. C'était le but. Maya donnait des coups de pied dans son siège rehausseur, fredonnant doucement pour elle-même. Je ne savais pas si je devais sourire ou pleurer. Puis la porte d'entrée s'est ouverte, pas en grand, juste assez pour que quelqu'un jette un coup d'œil. Et elle était là, ma mère. Les cheveux toujours épinglés de la même manière, un rouge à lèvres un peu trop foncé pour la lumière du jour, une posture droite comme un i. Elle m'a vu. Je l'ai vue. Aucune de nous n'a bougé. Maya a brisé le silence. C'est elle? J'ai hoché la tête lentement. C'est ta grand-mère. Et puis, quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Ma mère est sortie. Elle n'a pas fait de signe de la main, n'a pas appelé. Elle s'est juste mise à marcher, chaque pas précis, comme si elle descendait une allée, pas une allée de garage. Elle s'est arrêtée au bord du trottoir, a joint ses mains. J'ai baissé la vitre. Je pensais, a-t-elle dit, la voix à peine audible, que vous pourriez venir. Ma mère n'a pas parlé tout de suite. Elle se tenait là, les mains jointes comme à l'église, les yeux rivés sur les miens comme si elle avait peur de cligner des yeux et de me perdre à nouveau. J'ai ouvert la portière de la voiture mais ne suis pas sorti. Maya s'est penchée en avant, chuchotant, « Elle te ressemble, maman. » Je ne savais pas si c'était un réconfort ou un avertissement. Finalement, je me suis levé. Le trottoir entre nous semblait plus long que n'importe quel couloir que j'avais parcouru enfant. Elle paraissait plus petite maintenant, ou peut-être avais-je simplement grandi pour devenir quelqu'un qui ne se recroquevillait plus devant elle. Je ne savais pas que vous reviendriez, a-t-elle dit. J'ai attendu.
Ce ne pouvait pas être tout. Après toutes ces années, après la gifle, après le silence, après la pluie qui avait trempé mes chaussures la nuit où elle m'avait renvoyé, il devait sûrement y avoir plus. J'ai entendu parler de votre entreprise, a-t-elle poursuivi, la voix raide mais plus basse maintenant. Le jet. J'ai hoché la tête. Nous sommes venus pour ouvrir un nouveau bureau. Ses yeux se sont tournés vers la voiture. Et c'est la vôtre? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis accroupi et j'ai détaché Maya. Voici Maya, ai-je dit en la sortant de la voiture. Elle a 5 ans, et elle est curieuse. Maya a fait un petit signe de la main. Ma mère n'a pas répondu, elle s'est contentée de la fixer, les mains toujours serrées. J'ai gardé votre chambre telle qu'elle, a-t-elle dit soudainement. Je pensais que peut-être un jour. Les mots se sont étranglés, non pas par émotion, mais par peur d'en dire trop ou de dire la mauvaise chose. Il y a 2 sortes de silence, celui qui punit et celui qui supplie. J'avais connu son silence punitif toute ma vie. C'était autre chose, quelque chose de brut. Maya a rompu le moment. Est-ce que vous avez des biscuits? C'était le genre de question que seule une enfant pouvait poser, pour briser le deuil avec quelque chose de si doux et ordinaire. Ma mère a hésité, puis a ouvert la porte plus grand. Non, a-t-elle dit. Mais on peut en faire, si ta maman est d'accord.